je cultivais le fait de ne rien avoir, juste ma guitare et une valise que je voulais la plus petite possible. J'aimais le fait de n'avoir que 3 paires de chaussettes, même 3 c'était trop, 2 aurait été mieux. Et puis un pantalon, je lavais dans les hôtels mes affaires et puis j'en avais jamais en trop. Et ça me plaisait. Hé, c'est quand? Je sais pas moi, c'est quand? Dis-nous, c'est quand? Maintenant! On a encore eu de la chance. Et c'est pas fini. Venez comme vous êtes. Tu pousses le bouchon un peu trop loin, Maurice. J'aime ces moments-là. Ça coule de source. Mademoiselle Pitch, on air. Bienvenue dans Mademoiselle Pitch on Air, le podcast qui dévoile les coulisses de l'engagement et qui met en lumière les ONG. Dans les épisodes de cette 2e saison, j'ai décidé d'amener jusqu'à vos oreilles des personnalités, des femmes et des hommes connus du grand public qui ont choisi de mettre leur notoriété au service de grandes causes. Il y a des artistes pour qui un instrument est bien plus qu'un simple outil. Pour mon invité du jour, la guitare est une compagne de route, une confidente, presque une extension de lui-même. On peut dire, sans se tromper, de mon invité, qu'il est un virtuose. Et c'est un constat objectif, car avec 36 prix internationaux gagnés à l'âge de 20 ans, il est l'un des guitaristes les plus récompensés au monde. Depuis l'enfance, ses cordes vibrent au rythme de sa passion. Et très vite, elle l'emmène aux 4 coins du monde. Écoutez bien, il a visité plus de 130 pays pour près de 1500 représentations. Mon invité a donc parcouru les 2/3 de la planète. Et les salles dans lesquelles il se produit sont prestigieuses. Carnegie Hall de New York, la Tour Eiffel, le Tchaïkovski Hall de Moscou, la Cité interdite de Pékin, le Queen Elizabeth Hall de Londres ou encore l'Acropolium de Carthage. Un palmarès impressionnant si on prend en compte son jeune âge. Mon invité vient de fêter ses 40 ans avec panache à Bordeaux, ville dont il est originaire, à Paris et à Lyon. Je suis très fière d'accueillir à mon micro le guitariste le plus solaire de la planète, Thibaut Covin. C'est pas le moment, c'est pas le moment. Ne piquez pas les yeux. Venez comme vous êtes. L'invité du jour. Bonjour Thibaut. Bonjour. Pour nos auditeurs qui ne te connaîtraient pas bien, ou simplement comme guitariste, voici quelques infos sur toi pour lancer la discussion entre nous. Tu es plus connu à l'étranger qu'en France, bien que les choses doivent changer un petit peu depuis ta tournée et ton disque avec Mathieu Chédid. Tu aimerais te produire plus en France ? Oui, ce qui me plaît dans le fait de jouer en France, c'est que je tisse des amitiés, si on peut dire, avec le public, une relation qui dure, on se retrouve, on vit des aventures ensemble, d'année en année, de spectacle en spectacle, et c'est ça qui m'est précieux, c'est cette relation humaine que j'avais moins avec les voyages au bout du monde. Bien sûr, je suis toujours émerveillé d'aller donner des concerts au Brésil ou en Corée, par exemple, mais il est peu évident d'aller chaque année au Brésil, par exemple, et donc du coup de tisser un lien fort. Alors qu'en France, dans la ville de Nancy ou de Marseille, de Strasbourg, etc., quand j'y reviens chaque année, le public peut revenir et alors on a ce sentiment d'être amis. Alors, je sais que tu es fan de surf et que tu voyages pour dompter les vagues. C'est un peu un prétexte, maintenant aussi. Autre que de jouer de la guitare. Tu te sens comment quand tu es sur l'eau ? Ah, je suis amoureux du surf. Il y a 2 endroits dans ma vie où je me sens profondément dans l'instant, c'est sur scène et dans les vagues du monde. Il y a quelque chose d'assez merveilleux, on est tellement dans l'instant qu'on a cette illusion exquise de côtoyer l'éternel. Et le surf est merveilleux pour ça, et aussi ce qui est très joli, c'est que toutes les vagues sont différentes, donc il y a cette quête un peu magique de vouloir goûter toutes les vagues du monde, aucune ne se ressemble, et que ce soit au Maroc où j'étais il y a quelques jours à Essaouira, ou alors en Asie, ou au Brésil, à nouveau j'en reparle, en Californie, etc., en France bien sûr, et c'est assez merveilleux de voyager aussi pour ça, pour rencontrer, moi ma passion première est peut-être les gens, rencontrer des gens, mais aussi là de voir des cultures, des cuisines et puis les vagues du monde. Tu aimes l'art au-delà de la musique, tu es un collectionneur d'art. Quel type d'art t'attire ? À nouveau, la peinture me touche beaucoup. C'est surtout les peintures plutôt modernes, mais qui sont ancrées dans des peuples. C'est assez lié aussi avec les musiques du monde, par exemple, qui peuvent vraiment me parler. Ce que je trouve très fort dans ces arts-ci, c'est que le fait que ce soit connecté à une histoire, à des terres, à des peuples, fait que c'est plus qu'une œuvre. C'est une partie du monde qu'on voit et c'est une partie de l'humanité. Et il y a des peintres comme ça, par exemple Roni, qui est un peintre aborigène extraordinaire,
extraordinaire et c'est une peinture très simple mais qui a une force presque magique, justement pour ça, parce qu'on sent l'Australie, on sent ces terres incroyables. Un autre peintre qui me touche beaucoup dans la petite collection naissante que j'ai, c'est un peintre cubain. Il s'appelle René Portocarrero et à nouveau on sent l'énergie cubaine dans sa peinture. Le tableau que j'ai est un carnaval et c'est assez touchant de voir et troublant de voir que c'est en noir et blanc. Il y a très peu de couleurs, elles sont vraiment quasiment invisibles, mais malgré cela on sent le panache et la fête et la créativité débordante de cette île à cette époque-ci. Et voilà, d'autres peintres comme ça me bouleversent. La peinture, c'est vraiment quelque chose qui me rend fou. Tu vis, j'ai entendu dire, hors de la société de consommation, sans véritable domicile entre Bordeaux et Paris, avec finalement peu de biens matériels. Ça t'apporte quoi? C'est pour rester un nomade éternel? Oui, pendant 15 ans, c'était même une quête totale. Aujourd'hui, moins. Mais pendant 15 années, entre mes 20 ans et mes 35 ans, je cultivais le fait de ne rien avoir, juste ma guitare et une valise que je voulais la plus petite possible. J'aimais le fait de n'avoir que 3 paires de chaussettes. Même 3, c'était trop. 2 auraient été mieux. Et puis, un pantalon, je l'avais dans les hôtels, mes affaires. Et puis, j'en avais jamais en trop. Et ça me plaisait. On m'offrait parfois des cadeaux, des objets, etc., qui pouvaient me toucher, mais je m'amusais de ne pas les conserver. Je les réoffrais dans le pays ensuite où j'allais, et j'ai semé comme ça des choses aux 4 coins du monde que j'ai jamais revues, et je suis heureux de les voir comme ça se oublier et vivre ailleurs. Ça m'a beaucoup plu, cette idée de ne rien avoir. Il y a un sentiment de liberté absolue, la notion d'être citoyen du monde, là pour le coup elle était vraiment totale. En plus, avec la chance d'avoir un passeport français, les portes du monde sont ouvertes. Alors ça a été vraiment merveilleux, cette vie dans les hôtels, et aujourd'hui encore je suis plus sédentarisé. J'ai un endroit à Paris que j'ai eu bonheur à décorer, justement à retrouver certains de ces objets, mais malgré tout je garde cette idée de ne rien vraiment posséder, même ces tableaux extraordinaires que je peux avoir et que j'ai un bonheur fou à contempler et à collectionner un petit peu, même si le mot me ravit pas forcément. Mais finalement, ces tableaux ont été peints avant que je naisse, et ils me survivront probablement. Et alors voilà, c'est plutôt, on est là ensemble quelque temps dans mon appartement dans le 10e arrondissement. Ces tableaux sont sur ces murs, et puis comme l'appartement était là avant moi, il le sera après. Ces tableaux, c'est moi qui les regarde. Les lumières qui sont là, qui viennent peut-être d'Inde, elles m'éclairent aujourd'hui, mais elles en ont éclairé d'autres avant, elles en ont éclairé d'autres après, et ça me plaît. La guitare, c'est une affaire de famille chez toi. Qui joue dans ta famille? Mon père, au départ, c'est lui vraiment qui a initié cette vie. Son père, que j'aime profondément, qui m'a profondément inspiré, était un aventurier. Lui m'a transmis plutôt le goût du voyage, des rencontres, le goût de l'aventure, de partir sans savoir si on va revenir, que ce soit au coin de la rue ou au bout du monde. Et ça m'a émerveillé. Et après, j'ai pu lier justement le voyage et la musique avec bonheur. Mais étonnamment, ce que j'arrive pas à comprendre, parce que moi je voyais mon grand-père comme quelqu'un de très heureux, avec lequel tout est possible, avec qui tout est possible, mais il voulait pas que mon père soit musicien. J'ai jamais compris pourquoi. Et donc mon père a dû se battre pour être guitariste, et lui, son amour pour l'instrument est total et absolu, et le sens premier de sa vie, je crois. Et il nous a transmis ça à mon frère et moi, comme on transmet le français quand on est en France. Un petit garçon et une petite fille qui parlent français ne connaît pas forcément, enfin même pas Rimbaud, Molière, connaît pas l'histoire de France. Simplement, on parle français parce que c'est là. Et puis certains commencent à aimer la langue, à aimer la manier, l'écrire, la dire. Et moi, c'est ce qui s'est passé avec la guitare. Et mon frère aussi, de façon tout à fait naïve, enfant, on a appris la guitare parce qu'elle était là. C'est notre langue paternelle. Zéro tracas, zéro blabla. On a encore eu de la chance. J'aime ces moments-là. La question sérieuse. Alors, comme ce podcast est consacré à l'engagement et que c'est quelque chose de sérieux, je voudrais mettre en avant quelques-uns de tes engagements. Et on va commencer par ton enfance. Je crois que tu as reçu ta première guitare à 5 ans de ton papa Philippe, comme tu viens de nous le dire, qui est musicien et guitariste, amoureux fou de la guitare. Et que c'est un peu lui qui t'a poussé pour que tu deviennes le meilleur guitariste du monde. Du coup, t'as passé toute ton enfance et ton adolescence enfermé dans ta chambre, à répéter, à gratter, à développer ta dextérité avec la guitare. Et du coup, t'as laissé un peu de côté le reste, notamment ta vie d'ado. Est-ce que ça t'a coûté? Moi, j'ai ce côté un peu aventurier qui part sans regarder en arrière et qui fonce et qui donne tout mon amour, toute ma réflexion, toute mon énergie pour une aventure. Et là, c'était ça, et donc je ne voyais que ça, et je voyais pas ce que je manquais.
Bien que j'ai manqué des années précieuses de vie, en effet, j'ai pas connu la fête avec les potes, les premiers amours, la découverte de la vie comme beaucoup de gens l'ont. Moi, c'était plutôt un rapport à la guitare, un dévouement absolu, mais qui était même pas réfléchi. En fait, je suis monté à bord de ce navire et j'avais qu'une envie, c'était découvrir des territoires. Et cette guitare m'offrait ça. Je sillonnais des partitions, je repoussais les limites techniques, je cherchais incessamment de nouveaux compositeurs, des partitions toujours plus complexes, toujours plus émouvantes, toujours plus bizarres. Et voilà, je vivais que pour ça. Comme quoi on ne devient pas meilleur guitariste du monde par hasard. C'est beaucoup d'années de travail. Oui, je jouais tous les jours, j'avais un petit carnet. Et chaque jour, je notais les heures de travail que je passais avec la guitare. Et j'avais ensuite remarqué que parfois, on a l'illusion, on se dit « Ah, j'ai travaillé 2 heures ». Mais sauf que c'est pas vraiment vrai. Donc, assez vite, j'avais intégré dans mon quotidien le chronomètre. Et donc, dès que je m'asseyais, j'enclenchais le chronomètre. Et si je me levais, ne serait-ce que pour aller boire un verre d'eau, j'éteignais le chronomètre. Et donc, pour faire 2 heures de guitare au chronomètre, ça prend beaucoup plus que 2 heures de vrai temps. Et donc, mon objectif était d'avoir chaque jour 7 heures de guitare. Oh là là. Et à la fin de la semaine, je devais avoir ma moyenne de 7 heures. Et donc, s'il y avait certains jours où je travaillais que 5 heures, j'avais 2 heures de retard. Et parfois, j'arrivais le dimanche et il était nécessaire que je fasse 10 heures de guitare au chronomètre. Donc c'était toute la journée et je notais tout ça. Enfin, j'aimais bien transformer le quotidien un peu en jeu. Certains jouaient aux jeux vidéo, moi je jouais à la vraie vie avec comme épée cette guitare. Tu as grandi pas trop loin de l'océan. Qu'est-ce qui te touchait quand tu étais enfant? La mer déjà? Oui. Et le surf m'a vite fasciné. L'océan me fascine. Moi, après, plus tard, c'est les voyages. Et j'ai toujours été très touché par les gares, par les aéroports. Le fait que j'avais cette image où on est à côté de 3 personnes, on regarde le panneau à l'aéroport Charles de Gaulle. Et puis dans quelques heures, il y en a un des 3 qui sera à Tokyo, l'autre à Johannesburg. Et puis moi, je serai à Los Angeles. Et je trouvais ça assez fascinant. Et de tous ces lieux de voyage, de départ qui me touchent, le plus romanesque à mes yeux, c'est les ports. Je sais pas, il y a quelque chose qui me bouleverse et que ce soit les grands ports industriels ou les petits ports charmants de la Méditerranée où on part à bord d'un voilier, on fait pas forcément le tour de la terre, mais le fait de partir en bateau pour moi est complètement romanesque. Ce rapport à l'océan, je l'ai très fort depuis enfant. J'ai grandi à Bordeaux, l'océan n'est pas loin, et puis à Bordeaux il y a peu de ports, c'est plutôt le surf et les surfeurs me fascinaient. Et donc assez jeune j'ai commencé à surfer. C'est fabuleux, mais c'est assez inaccessible aussi. Il y a quelque chose à nouveau de romanesque, d'un ballet avec l'océan, cette illusion de vouloir le dompter alors qu'on le pourra jamais. Et voilà, j'ai commencé à surfer, à aimer ça. Et à nouveau, comme je suis excessif, ça a commencé à m'enivrer et à devenir dangereux pour la guitare. Et alors, volontairement, je m'en suis écarté pendant des années jusqu'à temps que je fasse une tournée au Brésil. Et j'ai joué à Florianopolis, qui est une petite île merveilleuse où tout le monde surfe des 7 à 77 ans. Et j'avais là-bas 2 jours libres. Et alors, je me suis dit, bon, quand même, je vais surfer. Et puis, ça a recommencé. Et depuis, il ne se passe pas un mois sans que je ne surfe. Alors, à 20 ans, tu t'en vas et tu parcours pendant 15 ans le monde, tout seul, avec seulement ta guitare comme compagne. Je pense qu'on pourrait y passer des heures, de raconter ces 15 années de périple. Qu'est-ce que tu as découvert quand tu t'es ouvert au monde, que tu as quitté la maison? Et est-ce que c'est depuis cette époque où tu te définis comme un musicien hors frontières? Ouais, le voyage, c'est extraordinaire. C'est ma passion autant que la musique. Et le voyage en solitaire encore plus, parce que quand on part seul, on est immergé dans le pays, dans la culture, dans le contexte, dans la différence. Et alors, on est vulnérable. Et c'est cette vulnérabilité qui offre des aventures fabuleuses. Et partir à plusieurs, ne serait-ce qu'à 2, déjà, on part avec son petit monde. Alors que partir avec rien, on est encore plus ailleurs. Et ça, j'ai aimé ça. Et j'ai cultivé ça pendant 15 ans, d'avoir juste ma guitare qui était le passeport idéal pour voir le monde et puis pour rencontrer des gens. Et ce qui me plaît, c'est voir, c'est contempler, c'est être spectateur. Et puis c'est aussi penser autrement, c'est avoir nos certitudes déstabilisées. C'est assez émouvant de voir que parfois on nous transmet des choses, alors que ça peut être des gens qui nous aiment le plus au monde, comme notre mère ou notre père, notre grand-mère, qui nous transmet des certitudes, des vérités. Et alors on en est convaincu, et puis on part en Asie ou en Afrique, et puis on se rend compte qu'en fait, ces certitudes qu'on avait apprises,
elles sont pas forcément vraies, ou elles nous correspondent pas, ou elles sont même carrément fausses parfois. Et alors, du coup, ça invite à réfléchir par soi-même, à penser autrement, et à se forger son avis qui change, qui fluctue. Et ça me plaît, cette quête de se rencontrer, de se nourrir de cette différence, et de ne pas être instrumentalisé de quelconque manière, même par ses parents finalement. Parce que nos auditeurs ne le savent pas, mais tu joues aussi bien du classique avec ta guitare que du reggae, que de la musique indienne ou turque. Ça vient de là, en fait. Ouais, complètement. Après, j'ai pas la prétention de jouer du flamenco ou de la musique brésilienne. En revanche, j'ai le plaisir, comme un voyageur, un petit Français, qui partirait en Andalousie et puis qui rentre chez lui et raconte à ses amis ce qu'il a vu, ce qu'il a goûté, la musique qu'il a entendue, les corridas, il a aimé, il a pas aimé, ce que ça lui a procuré. Et moi, c'est ça avec la musique. Je voyage. La guitare, en plus, est l'instrument le plus joué dans le monde. Il offre tout de suite quelque chose de familier, on est bien. Et donc voilà, et donc je goûte à toutes ces musiques et je m'en inspire et elles nourrissent la mienne qui se colore les années passant du monde et de cette différence. En quoi le mélange des cultures pourrait être, selon toi, un élément d'apaisement du monde ? C'est l'idée de comprendre la différence. Et si on fait l'effort, je crois, de la goûter, cette différence, bien souvent on ne peut que l'aimer. La curiosité invite à la paix, finalement, je crois. Et le fait d'être déstabilisé par d'autres certitudes, par d'autres manières de penser, par d'autres cuisines, nous rend moins sûrs de nous, et alors plus doux et plus ouverts à la poésie. Et soi-même, on est plus sensible. Je crois que le voyage offre ça, déstabiliser nos certitudes transmises. Et c'est ces certitudes transmises qui, je crois, sont malheureuses. Alors justement, est-ce que, outre la guitare, c'est cet amour du mélange de cultures qui t'a rapproché de Mathieu Chédid ? Oui, on partage complètement cette philosophie, cet appétit pour la différence, cette gourmandise pour tout goûter, pour potentiellement tout aimer. Et on est frères dans ça, on est frères dans la guitare et on est frères dans cette manière de penser. Ce qui était assez joli dans cette aventure qu'on a vécue ensemble, l'heure miroir, ce duo de guitare qui était une parenthèse enchantée, c'était qu'on est frères de guitare mais on n'a pas la même guitare. Et c'était assez marrant, il y a plusieurs. Moi je n'avais jamais joué debout, lui il n'avait jamais fait un concert entier assis, alors du coup on s'est rencontrés, c'est des petits détails comme ça. Moi je joue souvent avec des partitions au départ, lui ne sait pas lire la musique, lui joue bien souvent avec une musique très amplifiée, très forte, alors que moi je peux jouer juste du bout des doigts. Et à nouveau, on a essayé de créer un petit monde en étant déstabilisé au départ, en ayant des doutes parfois aussi, et cette différence a fait qu'on a créé ce petit monde à nous deux. Dans toutes tes rencontres à travers le monde, est-ce qu'il y en a une qui t'a particulièrement marqué ? Il y en a plusieurs. Il y en a plusieurs. Et justement, j'ai écrit ce livre, ce premier roman qui s'appelle Alter Ego, oui. qui célèbre justement la rencontre. Et au-delà de la rencontre éphémère. Parce que je trouve qu'il y a quelque chose d'assez fort dans le fait qu'on passe un moment avec quelqu'un qu'on ne reverra plus. On n'a pas d'histoire, on n'a pas de projet commun. Et alors, d'une certaine manière, on est profondément authentique et on est profondément soi-même. Et la personne aussi. Et du coup, parfois, ça crée des moments d'une force inégalable. Et l'idée de ce livre était de raconter 15 de ces rencontres éphémères qui ont changé ma manière de voir le monde, qui m'ont bouleversé à jamais. Et c'est des gens que j'ai jamais revus, un chauffeur de taxi à Hong Kong, une vendeuse de fleurs à Rio, un marchand de thym à Ouagadougou, un grand avocat à La Haye. Et ça a été une rencontre qui a pu durer entre 3 minutes, quelques heures, que je connaissais parfois à peine leur prénom, mais ce moment-ci m'a bouleversé à jamais. Et c'est ça que je trouve le plus fort dans le voyage au final, c'est de revenir changer. Est-ce que dans tes voyages, tu as rencontré des situations ou vécu des situations préoccupantes devant lesquelles tu t'es dit qu'elles étaient inconnues chez nous ? Oui, et je les cherche, je les cultive. Même j'ai aussi cet appétit pour l'aventure et donc du coup un peu pour le danger, pour l'adrénaline. Et donc bien souvent je me mettais volontairement dans des situations délicates. Et à nouveau, ça m'est arrivé de beaucoup, mais je n'ai jamais eu un vrai problème. Je m'en suis toujours tiré. Et c'est là où je trouve que il y a un côté humain fort au final. Si on dépasse la peur, si on est dans la rencontre, même avec presque un moment vraiment malheureux, mais chercher le beau dans ça, ou le joli, ou l'humain dans l'inhumain, et bien alors ça, tout de suite il y a quelque chose qui se crée, et avec cette côté un peu naïf, cette candeur, ce côté peut-être souriant tout simplement, je me suis sorti de bien des embarras.
Alors la guitare, c'est tout pour toi. Tu dis que c'est un instrument de méditation. Est-ce que justement le fait que la guitare ait été un outil d'émancipation des peuples est quelque chose qui te touche ? Oui. Oui, ce que je trouve merveilleux avec la guitare, c'est que c'est l'instrument le plus joué dans le monde, le plus décliné. Ça peut à la fois être grandiose et être joué dans des zéniths ou des stades, et ça peut être tout à fait intime, et joué dans un salon pour deux amis. Et il y a quelque chose qui est tout à fait intense, tout en étant fin, comme si c'était connecté directement à l'âme, au cœur, à l'intime. Et on a tous un souvenir avec une guitare, qu'on en joue ou qu'on n'en joue pas, mais que ce soit du rock, du jazz, de la guitare classique. Tout de suite, ça parle à l'intime. C'est très humain, finalement, comme instrument, je crois. Oui, puis ça véhicule beaucoup de choses. Je pense au blues avec la guitare. Dans ton album sur Bach, tu dis que le rap vient de Jean-Sébastien Bach. Alors ça, c'est la première fois que j'ai entendu ça. Ouais, je pense que comme je ne suis pas le seul, que toutes les musiques viennent de Jean-Sébastien Bach. C'est peut-être l'un des plus grands génies de l'histoire de la musique et qu'on redécouvre incessamment. Il y a certaines partitions, comme dans ce disque-là, j'avais enregistré une pièce qui s'appelle La Chaconne, qui est extrait d'une suite. Cette suite-là, elle dure une demi-heure. Et le dernier mouvement de cette suite, si on s'offre le périple de vivre ça, on se sert un thé, un whisky au bord, dans un endroit qu'on aime, un coin de feu devant la mer, etc. On ferme les yeux et on part dans cette épopée, donc d'écouter cette suite de 30 minutes. Et cette suite-là, il y a 4 temps, et ensuite on arrive à la chaconne, qui dure un quart d'heure. Et ça rend complètement fou de la jouer, de l'écouter. Mais il faut vraiment jouer le jeu, c'est-à-dire que c'est comme un coucher du soleil. Si on ne le regarde pas, il ne fait rien. Mais si on le regarde, qu'on soit sur une tour à New York, sur la plage de Lacanau, ou dans un champ dans le Perche, si on regarde le coucher du soleil, je pense qu'on ne peut pas faire autrement qu'être émerveillé. Et je pense que c'est pareil avec cette composition de Bach, cette chaconne. Moi, plus j'ai aimé la jouer dans une petite chapelle, à la guitare, de façon peut-être moins exubérante que les violonistes. Et si on s'offre cette écoute d'un quart d'heure, je serais étonné, quand on réouvre les yeux à la fin, qu'il ne se soit pas passé quelque chose de fou. Alors on l'a dit, tu aimes le surf, donc tu as une vraie vision de l'état des océans, puisque tu surfes un peu partout dans le monde. Est-ce que comme tout surfeur, tu es inquiet de l'état de nos océans ? Oui, je suis inquiet, mais on est parfois dans des vagues extraordinaires, dans des lieux sublimes, en Asie du Sud-Est par exemple. Et puis les vagues sont parfaites, c'est le rêve de tout surfeur d'avoir cette vague idéale dans ce paradis. Et puis on rame pour aller chercher la vague, et nos mains sont prises dans des sacs plastiques, et on voit ces marées de plastique. C'est bouleversant de tristesse. Mais si on pense juste ça, se dire qu'on est sur cette plage, et puis il y a des sacs plastiques, comme en Algérie où j'adore aller jouer, et ma mère est née là-bas, on est sur ces plages sublimes, et puis il y a des sacs plastiques partout. C'est une cicatrice, c'est comme si ma guitare, on l'a cassée par terre. C'est déchirant. Moi, je surfe pas, mais je plonge depuis plusieurs années. Et ce qui me frappe, c'est le blanchiment des coraux. C'est-à-dire, au début où je plongeais, c'était un aquarium avec plein de couleurs partout. Et aujourd'hui, ça devient de plus en plus rare d'avoir tout est blanc, tout meurt au fond de l'océan. Et les jeunes, ils connaissent pas, ils savent pas comment c'était avant. Et donc du coup, ça devient un peu pour eux la norme, voilà, de voir la vie qui s'arrête et les couleurs qui s'éteignent au fond de l'océan. Ouais. Comment est-ce que toi, à ta façon, tu prends soin de la planète ? J'ai des codes très simples d'éducation finalement, j'ai jamais de ma vie jeté un papier par terre, donc ça c'est plutôt des codes d'éducation. Mais sinon, sur une philosophie plus globale, ma vie est la quête du beau, les beaux tableaux, les beaux jardins, la belle cuisine et la musique. Et donc mon idéal, c'est d'essayer de transmettre cet appétit pour le beau et cet œil, cette écoute, ce goût, ce toucher. Et le beau est souvent lié au temps. Pour apprécier un bon plat, pour qu'un jardin soit luxuriant, il faut prendre le temps de le cultiver, de l'aimer, de l'apprendre. Et voilà. Et donc le temps s'accélérant, je crois voir, le beau devient moins accessible. Paf, 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 le loup! La question poil à gratter. Qu'est-ce qui t'empêche pas de dormir, mais gâche un peu le goût de tes plaisirs ? Le mot impossible. Est-ce que tu penses que quand on a une certaine voix, une certaine notoriété, il faut s'en servir pour faire passer des messages ?
si on a un message qui nous dépasse. Et est-ce que t'en as un, toi? Cette histoire autour du beau qui me dépasse. Cette envie d'être entouré de beau, que le monde voit le beau et qu'on prenne plaisir à cuisiner, à cultiver, à regarder, à écouter, à discuter, à partager. Ouais. Est-ce que tu es sollicité parfois pour défendre des causes, notamment celle des océans, pour porter un petit peu la voix de ce qui se passe? Oui, notamment les océans. Pour qui? Surfrider. Foundation. Oui, Surfrider Foundation. C'est une réalité de mon quotidien. J'aime surfer. Je suis touché quand les plages sont pleines de plastique. Et puis tout ce que j'entends m'inquiète. Tu pousses le bouchon un peu trop loin, Maurice. Vous les copains, je ne vous oublierai jamais. Coucou. Au revoir, président. Le mot de la fin. Alors, pour finir cet entretien, je vais te poser quelques questions rapides. Tu vas répondre du tac au tac à ce que chacune de ces questions t'inspire. Un musicien qui t'a bousculé à part Bach, parce que tu nous en as beaucoup parlé. Moi, l'année dernière, M. Ouais, j'adore. J'aimerais bien qu'il vienne dans mon podcast, d'ailleurs. Une civilisation qui t'a particulièrement fasciné. Dès que je m'intéresse à une, c'est celle-ci. Hier soir, j'étais avec quelqu'un que j'aime beaucoup, on a parlé de l'Égypte, il m'a rendu fou. Une salle de concert dans laquelle tu rêves encore de jouer? Les Bouffes du Nord et le Stade de France. Ah ouais. Non, c'est une blague. En fait, depuis que je suis adolescent, j'ai cette blague avec le Stade de France et mes amis me la rappellent souvent parce que quand j'étais adolescent, j'étais fou et je le suis pas moins, donc je l'ai encore. C'est impossible, mais j'aime l'impossibilité. Les Bouffes du Nord, c'est une blague ou... C'est très vrai. J'adore cet endroit. Moi aussi. Et j'y ai jamais joué. Et or, je pense que ma guitare y serait jolie. Un tableau qui t'émeut particulièrement? J'ai quelque chose depuis plusieurs semaines avec l'œuvre de Bernard Buffet. Mais un tableau précisément, celui qui est chez moi, de René Portocarrero. Je vous invite à regarder ce peintre. Et c'est un carnaval. Il est chez moi, je le vois tous les jours, mais à chaque fois, je le redécouvre. Alors, avant de se quitter, parle-nous de tes projets. Je crois que tu es en train de créer un studio d'enregistrement avec ton frère dans le 10e. D'ailleurs, c'est où? Parce que moi, je travaille et je vis dans le 10e aussi. C'est pas loin des Bouffes du Nord, c'est là où j'habite. Ah. C'est un quartier que j'adore parce qu'il est coloré du monde, justement. Et je sors de chez moi et à gauche, je suis en Inde, à droite en Afrique, un peu plus loin en Asie. C'est vrai. Et ça me plaît beaucoup. Et puis, j'ai un endroit assez marrant qui est tout au fond d'une petite allée colorée. Il y a un long jardin et puis là, il y a une petite maison perdue. Et c'est un peu comme la maison d'Aladin sur plusieurs niveaux. Et mon idée, c'est qu'en bas, on crée cet endroit de musique pour expérimenter et pour enregistrer des choses. J'ai découvert justement ces dernières années l'art du son et tout ce que ça offrait en plus de ce nouvel instrument finalement, alors que jusqu'ici c'était un lien entre ma guitare et l'enregistrement. Mais cet art d'enregistrer est quelque chose qui me touche de plus en plus. Et ton livre, t'en as déjà parlé. Tu veux juste redire le titre de ton livre qui sort au printemps? Oui, il est sorti le 9 avril et il s'appelle Alter Ego. C'est un livre, c'est mon premier roman. Ça a été une expérience d'écrire ça absolument extraordinaire. Je l'ai écrit dans un coin du monde qui m'enchante, qui est la petite île de Salina, une île italienne entre la Calabre et la Sicile. J'y ai passé là de longues semaines avec un bonheur fou à rassembler ces idées que j'avais cultivées pendant des années. Et l'idée de ce livre est de raconter 15 rencontres éphémères qui ont changé ma vie, ma manière de voir le monde. Il y a un ton romanesque, empreint de poésie et coloré du monde, et caché derrière les mots si on s'aventure. Il y a des pensées assez fortes pour moi que je partage et qui, j'espère, inviteront à réfléchir. Merci infiniment Thibaut, et vous, chers auditeurs, chères auditrices, merci d'avoir écouté cet épisode. Mademoiselle Pitchoner est disponible sur toutes les plateformes de podcast. Vous pouvez aller découvrir tous les invités qui m'ont fait l'amitié de venir à mon micro cette saison. À bientôt. Merci beaucoup, c'était un vrai bonheur, merci. Ah ça me fait plaisir.